En manchette, le coronavirus bouscule l'actualité de la journée. Événements annulés, quarantaine obligatoire et le Saguenay possiblement touché. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à ce web journal du jeudi 12 mars 2020. La COVID-19 pourrait avoir fait son apparition dans la région. 6 membres de la base militaire de Bagotville ainsi que 3 personnes fréquentant 2 établissements de la commission scolaire de la Jonquière ont été placés en isolement. Le premier ministre du Québec, François Legault, a annoncé une série de mesures pour ralentir la propagation de la pandémie au Québec. Jade Brouillette, est-ce que les 6 personnes de la base de Bagotville sont affectées par la COVID-19? Non, Samuel, présentement, aucun cas n'a été confirmé parmi ces 6 personnes. En fait, une seule de ces 6 personnes a passé les tests pour savoir si elle est affectée par la COVID-19. C'est en fait un militaire qui est de retour du Pérou d'un voyage personnel qui s'est rendu à la clinique médicale de la base de Bagotville avec des symptômes s'apparentant à ceux de la COVID-19. Il a donc passé les tests et devrait recevoir ses résultats d'ici 48 heures. Et concernant les 5 autres personnes, elles n'ont pas suivi les tests puisqu'elles n'ont pas de symptômes de la COVID-19, mais puisqu'elles ont été en contact avec le militaire en question, c'est pourquoi elles ont été placées en isolement préventif. Je voulais justement écouter l'officier des affaires publiques, Gabriel Ferris, sur le sujet. Les autres personnes sont juste en retrait préventif au cas où que, en fait, c'est vraiment, on s'assure d'assurer la sécurité dans le fond sur la base, c'est vraiment important pour nous. Donc, les résultats devraient rentrer d'ici vendredi et s'ils sont positifs, la base de Bagotville prendra les mesures nécessaires recommandées par Santé Canada. Et qu'en est-il des 3 personnes fréquentant la commission scolaire de la Jonquière? En fait, Samuel, ce sont un enseignant de l'école secondaire Kinogami ainsi qu'un enseignant et un élève de la polyvalente Arvida qui ont été placés en isolement préventif puisqu'ils sont de retour d'un voyage en Italie. Donc, ils sont placés en isolement pour une période de 14 jours, tel que recommandé par le premier ministre du Québec, François Legault, mercredi. Ces 3 personnes, toutefois, ne présentent aucun symptôme de la COVID-19. C'est donc un isolement préventif. Et quelles sont les mesures adoptées par François Legault? Eh bien, François Legault a pris plusieurs mesures pour prévenir la propagation de la COVID-19. Il a entre autres annulé les rassemblements intérieurs de plus de 250 personnes. Et d'ailleurs, ma collègue Marianne Gay vous donnera plus de détails concernant les événements qui ont été annulés. Et ensuite, tous les voyageurs qui sont de retour d'un voyage, peu importe le pays, doivent être placés en isolement volontaire. Tous les travailleurs du secteur public qui ont séjourné à l'étranger doivent être en isolement obligatoire pour une période de 14 jours. François Legault rappelle que c'est tout le Québec qui est en mode urgence, mais que pour l'instant, c'est sous contrôle. Et je vous rappelle qu'il y a actuellement 13 cas confirmés au Québec et 142 au Canada. Merci beaucoup, Jade. Ça m'a fait plaisir. À l'international maintenant, ma collègue Myriam Tremblay nous parle de l'évolution de la pandémie de COVID-19. La situation a beaucoup changé aujourd'hui, Myriam. Effectivement, Samuel, le coronavirus retient l'attention dans tous les quotidiens mondiaux aujourd'hui. En première page du New York Times, l'annonce du président des États-Unis, Donald Trump, de suspendre tous les voyages en provenance de l'Europe pour une période de 30 jours en raison de la pandémie a surpris tout le monde. Les citoyens américains font exception à cette mesure qui entrera en vigueur vendredi à minuit. L'Union européenne va évaluer les retombées économiques possibles. Cette annonce a ébranlé les marchés boursiers. Le Wall Street Journal titre avec la fin des 11 ans de croissance du Dow Jones. L'indice boursier s'est en effet écroulé de 7 % hier et ce matin, dès l'ouverture des bourses, la chute s'est poursuivie de 5,5 %. À Toronto, la TSX s'est effondrée de 9 %. Le prix du baril de pétrole est également en baisse. Le temps est désormais au marché baissier, qui est représenté par un ours, alors que les marchés haussiers sont représentés par un taureau. En Europe, la situation devient de plus en plus problématique. La Repubblica en Italie relate la situation du pays. Universités dorénavant fermées, commerces en rupture de stock, fermeture des commerces non alimentaires et les hôpitaux qui débordent. Les médecins envisagent même d'instaurer une limite d'âge pour l'entrée aux soins intensifs. L'Italie est le 2e pays le plus touché par la pandémie avec plus de 12 000 cas et 600 morts. Le journal français Le Monde parle de la tension montante dans le pays face à la pandémie de COVID-19. Les hôpitaux reçoivent de plus en plus de malades, la liste des écoles fermées s'allonge et les Français font des stocks de provisions. La France a plus de 2000 cas confirmés de COVID-19. Voilà, c'est ce qui complète notre tour du monde en mode coronavirus. De retour à vous, Samuel.
Depuis les restrictions émises par le premier ministre François Legault ce midi, plusieurs événements sont reportés, voire même annulés, en raison du coronavirus. À l'échelle mondiale, le monde du sport est également ébranlé par la pandémie. Marianne Gay, on s'en doutait, mais cette annonce a également des répercussions dans la région. Oui, en raison des demandes du premier ministre François Legault que tous les événements qui rassemblent plus de 250 personnes soient annulés, bien, on apprenait cet après-midi que Diffusion Saguenay allait annuler tous ces événements durant les 30 prochains jours. Également, plus tôt cet après-midi, pour les mêmes raisons, la Ville annonçait qu'elle allait annuler le rendez-vous annuel du court-métrage, le Festival Regard. Saguenay a tenu un point de presse cet après-midi à ce sujet. Le Festival intercollégial de l'âme à l'écran a également été annulé. Les 240 festivaliers qui devaient arriver aujourd'hui au cégep de Jonquière ont dû rebrousser chemin et la course des Pichoux prévue à Saguenay samedi a également été annulée. Et jusqu'à maintenant, quels sont les événements sportifs qui sont en péril? Bien, écoutez, déjà hier, mercredi, on apprenait que la NBA suspendait sa saison. Également, les championnats mondiaux de patinage artistique qui devaient se dérouler à Montréal ont été annulés. Aujourd'hui, beaucoup encore de brasses camarades. Vers 14 h, on apprenait l'annulation du premier Grand Prix de Formule 1 qui devait se dérouler en Australie, après que l'écurie McLaren ait décidé de se désister plus tôt en raison du fait qu'un membre de l'équipe était atteint du coronavirus. Suspension des activités de la MLS pour 30 jours, suspension de la saison dans la Ligue nationale de hockey pour une durée indéterminée. Même chose pour la LHJMQ. L'Association de tennis professionnel, l'ATP, suspend sa saison pour une durée de 6 semaines, donc jusqu'au 26 avril. Aucun match officiel n'aura lieu. Le camp d'entraînement du baseball majeur est suspendu et tous les matchs sont retardés jusque dans 2 semaines. Le championnat mondial de hockey féminin qui devait avoir lieu à Halifax a également été annulé. Et bref, la liste ne cesse de s'agrandir et dans un autre angle, la France, cet après-midi, nous apprenait que les écoles allaient être fermées à université, garderie, dès lundi. Et dernièrement, là, on apprenait que l'Ontario avait décidé de fermer les écoles du 14 mars au 5 avril. Merci beaucoup, Marianne. Ça m'a fait plaisir. Pour ce qui est des événements culturels, les prix Juno prévus dimanche à Saskatoon ont été annulés en plus de plusieurs spectacles et tournées à l'échelle nord-américaine. La majorité des artistes québécois ont dû annuler leurs prestations et des théâtres de Montréal comme le Théâtre du Nouveau Monde sont fermés. À Broadway, toutes les salles de spectacle sont fermées également. Les étudiants de l'Université du Québec à Chicoutimi pourront voter par courriel dès demain afin de décider si une grève de 2 jours sera adoptée pendant la semaine de la transition énergétique. C'est ce qui a été voté en majorité ce midi à l'Assemblée générale spéciale du mouvement des associations générales étudiantes de l'Université du Québec à Chicoutimi, le MAJUQAC. Charlotte Côté-Hamel, pourquoi décider de voter par courriel? Selon l'Association étudiante Samuel, ce serait une façon plus démocratique de mieux représenter tous les étudiants qui étudient à l'Université de Chicoutimi. Donc, tous les étudiants pourront ainsi répondre à la maison avec plus de réponses possibles pour la grève. Ainsi, si les 250 étudiants qui étaient présents à l'Assemblée auraient voté, il y aurait plusieurs absents et plusieurs auraient manqué à l'appel. Et concrètement, comment ça fonctionne? Eh bien, tous les étudiants vont recevoir dès demain, 13h30, un courriel dans leur boîte à courriel et jusqu'au 18 mars de 23h59, ils vont pouvoir voter pour dire oui ou non à la grève qui est prévue pour le mardi 31 mars et aussi pour le vendredi 3 avril. Le mardi se tiendra la manifestation qui est davantage régionale et le vendredi, c'est les établissements scolaires partout au Québec qui vont aussi être en grève pour ceux qui ont voté. Et c'est le 19 mars qu'on va savoir le résultat donc de ce vote. Et qu'est-ce que cette grève implique pour les étudiants? Eh bien, Samuel, il y a 2 amendements qui ont été rejetés aujourd'hui. Les étudiants en stage ne seront pas inclus dans la grève et pourront continuer à partir en stage ou à continuer leur stage normalement. Également, la proposition de changer les 2 jours de grève, donc le mardi et le vendredi, pour une semaine complète a été rejetée. Ça n'a pas été accepté non plus. En grande majorité, là, on peut dire que tous les étudiants étaient vraiment en faveur de ces lois-là. Et malgré tout, certains élèves s'inquiètent des répercussions de cette grève, dont Kelly Boudreau, on l'écoute. Je suis quand même d'accord pour le sujet. Je suis parfaitement consciente des conséquences et tout ce qu'il pourrait avoir. Par contre, ce qui me dérange, c'est les jours de grève qui vont nous être enlevés de l'école. Je sais que ça peut pénaliser certains élèves aussi par rapport au fait qu'ils peuvent finir plus tard,
ça pourrait empêcher des emplois par après par rapport aux études. Et d'où vient le désir de voter pour la grève? C'est la Coalition étudiante pour un virage environnemental et social, la CEVES, qui réclame un plan national d'urgence pour une justice climatique. C'est eux qui ont parti le mouvement et depuis, là, toutes les écoles vont pouvoir voter pour cette grève durant la semaine. Eh bien, merci beaucoup, Charlotte. Ça fait plaisir. La Coalition étudiante pour un virage environnemental et social, la CEV, n'est pas satisfaite du montant octroyé pour l'environnement dans le nouveau budget Girard déposé mardi. Elle organise d'ailleurs une nouvelle grève pour le climat qui se tiendra dans le cadre de la Semaine de la transition à la fin du mois. Ma collègue Anne-Sophie Gagné s'est entretenue avec une porte-parole de la CEV, Roxane Choquet. Donc, Roxane Choquet, bonjour. Bonjour. Pour faire suite à la grève pour le climat du 27 septembre dernier, une autre semaine de grève se prépare pour la fin du mois de mars. Comment comptez-vous avoir davantage d'impact cette fois-ci? En fait, cette fois-ci, c'est vraiment dans une optique d'augmentation des moyens de pression. Donc là, c'est une semaine et non seulement une journée comme ce qu'il y a eu le 15 et le 27 dans la plupart des endroits au Québec. Après ça, donc, c'est vraiment le but de se réapproprier son milieu d'éducation, mais aussi montrer au gouvernement que ça ne marche pas en ce moment, ce qu'on a, c'est pas des bons. Il n'y a pas de solution à notre goût. Puis là, la CEV réclame un plan national d'urgence climatique. Quelles sont vos revendications exactement auprès du gouvernement? Bien, en fait, la revendication, c'est ça, d'avoir un plan d'urgence national, donc comme vous avez dit, par rapport en réaction à la crise climatique, basé sur 7 principes, dont entre autres le respect de la science et du savoir autochtone, ensuite d'avoir des... Moi, pour en nommer quelques-uns. Oui, c'est ça, pour en nommer quelques-uns, d'avoir un plan d'environnement en éducation, d'éducation environnementale en éducation aussi. En fait, d'avoir aussi l'arrêt des hydrocarbures d'ici 2030, dans le but de ne pas monter plus que le 2 degrés recommandé, entre autres. Puis, est-ce que vous trouvez qu'il y a eu des changements positifs depuis la dernière grève de septembre? Bien, en fait, en ce moment, on a été en discussion avec le gouvernement. Des changements positifs, il y a eu l'arrêt de Tech Frontier récemment ailleurs au Canada, qui était le plus gros projet de sable, de mine à air ouverte, de sable bitumineux. Donc ça, c'était un gros avancement, mais directement au gouvernement, c'est plus, je dirais, au travers des... Ce qu'on remarque, c'est au travers des médias, on parle de l'environnement maintenant à chaque jour. Et ça, là, un an, c'était pas comme ça, on trouve. Donc, vraiment, c'est ça. Puis là, on se demande, parce que la grève se place dans la semaine de transition qui a été organisée justement par votre coalition étudiante. Et c'est quoi exactement cette semaine de transition-là? En fait, quand on entend transition, les gens se disent transition énergétique. Oui, il y a ça, oui, mais c'est en fait pour montrer qu'on ne fait pas juste chialer, on demande des solutions. On veut se réapproprier notre milieu d'éducation, on veut se réapproprier, on veut des changements aussi sociaux de société parce que là, il y a des choses qui ne fonctionnent pas. C'est vraiment dans une optique de changement, d'avancée. C'est pas nécessairement seulement chialer que ça ne marche pas, mais vraiment dire qu'on veut quelque chose d'autre aussi. Puis, sur quels enjeux se pose la semaine de la transition? Parce qu'on parle beaucoup des grands projets présentement. Oui, donc ça va vraiment avec notre revendication principale, mais aussi dans les médias, l'arrêt de GNL Québec, aussi de Coastal GasLink, donc avec le peuple Wet'suwet'en, ce qui se passe en ce moment. Donc, c'est vraiment nos revendications plus concrètes, en fait, en ce moment. Puis là, justement, il y a un budget qui a été annoncé lundi, là, le budget Girard. On parle de 2,6 millions de dollars sur 6 ans qui ont été annoncés. Est-ce que vous trouvez que c'est assez? Est-ce qu'on a besoin de plus? Honnêtement, c'est sûr qu'on n'est pas satisfait de ce budget-là, mais même je pense que les gens s'en sont quand même rendus compte que ce budget-là, c'est un peu comme limite du greenwashing, on va se le dire. En tout cas, selon la CEV. Donc, vraiment, on s'attendait pas nécessairement à avoir plus, mais on est déçus de ne pas avoir plus. Je ne sais pas si c'est clair, parce qu'on s'attendait que le gouvernement nous présente ça, mais on avait espoir, mais c'est ça. Je voulais juste corriger, j'avais dit 2,6, c'est bien 2,1 milliards. Ouais. Puis, je voulais savoir aussi, on parle beaucoup du coronavirus présentement. Est-ce que vous avez peur que cette cause-là, mais en fait, ce qui se passe présentement, ça va polariser les débats aux dépens de la lutte climatique? En fait, ce que nos inquiétudes en ce moment, c'est aussi par rapport à tous les rassemblements et tout ça. On va toujours prioriser la santé publique, ça c'est sûr à 100%, évidemment, mais c'est sûr qu'en ce moment, ça donne dans un moment où est-ce qu'on lutte pour les changements climatiques, on lutte tout ça, puis là, mais sauf qu'en même temps, c'est un fait, le coronavirus est là, fait qu'on va pas,
pas de la faute de personne. Donc, c'est ça. Puis rapidement, là, la SEV, c'est une coalition qui est tout récente. Qu'est-ce que vous pensez apporter de plus dans toute cette lutte-là qui se passe présentement? En fait, c'est la première fois qu'il y a une coalition entre les niveaux secondaires, collégial, universitaire. Donc, c'est vraiment, on a un objectif commun, puis c'est que les étudiants, c'est notre avenir à nous. Donc, c'est vraiment notre message, c'est notre avenir, on veut se le réapproprier, on veut avoir un avenir, en fait, tout court. Eh bien, merci beaucoup, Roxane Choquet. Merci. Donc, je m'entretenais avec la secrétaire exécutante aux communications de la SEV, Roxane Choquet. Je vous rappelle que la semaine de la transition aura lieu du 30 mars au 3 avril prochain. Le cerf-volant sur neige est un sport encore peu connu. Il rassemble pourtant de nombreuses personnes chaque hiver en quête de sensations fortes. Avec des coûts variant entre 500 et 2000 $ pour se procurer du matériel de qualité, c'est un sport accessible à presque tous. Le reportage de Titouan Bussière. Les adeptes de kitesurf dans la région peuvent profiter d'un immense territoire, que ce soit au lac Saint-Jean ou ici à Jonquière. Nous sommes présentement au lac Kenogami où un réservoir offre des dunes de neige aux plus téméraires. Ça serait du kite snow sur la neige à ce moment-là, du kite snow qu'on appelle, ou du kite ski à ce moment-là, dépendamment des gens. C'est un sport où, juste vous donner un exemple, nous on fait des rides ici sur le lac régulièrement pour aller dans le secteur de la Pico-Bas, de la Syriaque, dépendamment des vents. Et on peut faire des rides de 50, 60. J'ai déjà fait une jusqu'à 138 km sur ce lac-là. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On profite de l'hiver au max. C'est une activité assez verte aussi parce qu'on a juste à se déplacer ici à notre véhicule. On part directement sur le cours d'eau, pas d'essence, rien, pas de gaz. Alors, c'est une activité où on a le plein air, on profite à plein et on se maintient en bonne condition physique. Ça se pratique à n'importe quel âge. On peut commencer très, très jeune. Regarde, moi, j'ai 72 ans. J'espère d'en faire jusqu'à 85, j'espère. On verra à ce moment-là, mais c'est une activité où tu te rennes et tu te maintiens en très bon état, en bonne condition physique. Alors, c'est un sport agréable, relativement facile. Ce sport rassemble des amateurs du monde entier qui viennent chercher des sensations uniques. Allô, je m'appelle Alexis Leblanc, j'ai un Acadien, je viens de Nouveau-Brunswick, puis là je fais du cerf-volant aérotracté, autrement dit du snow kite. Puis regardez comment est-ce qu'on profite en harmonie avec les éléments de tout ce beau vent-là, de cette neige. Puis là, regarde, il y a des gens heureux qui captent. C'est les sensations les plus fortes que j'ai pu trouver qui pouvaient remplacer comme la sensation de motocross ou de course ou de saut extrême. De cette manière-là, on peut faire des sauts extrêmes, mais atterrir, amérir en douceur, sous le contrôle d'une barre. On sauve notre ex-musculo-squelettique pour plus tard en bonne forme. Voilà, je m'appelle Daniel, je suis français et ça fait plusieurs années que je profite de vos très beaux lacs enneigés pour pouvoir me donner à mon sport favori. Des conditions exceptionnelles. Vous avez des conditions de neige, de vent, de grandes étendues qui sont assez exceptionnelles dans le monde, on va dire. Le cerf-volant tracté sur neige est un sport disponible à tout âge et ici au Saguenay de novembre à avril. Ici Titouan Bussière pour ATM Nouvelles, Saguenay. Une fuite émanant du réseau d'aqueduc a forcé la fermeture d'une partie de la rue Saint-Hubert devant le cégep de Jonquière et a privé certains résidents d'eau courante. L'artère a été bloquée de minuit à 10h30 afin que les travaux soient effectués. Un embouteillage s'est aussi créé aux heures d'ouverture de l'établissement scolaire. Bien, nous, aussitôt qu'on a eu l'appel, on a envoyé les équipes. Ils étaient déjà sur les lieux. Eux autres sont venus ici tout de suite. Ils ont fermé le réseau d'aqueduc. C'est un bris d'aqueduc qu'il y a eu sur une conduite principale là, de 8 pouces de diamètre. Le responsable des communications de la ville, Jeannot Allard, précise que les résidents ne sont plus privés d'eau. Gazoduc et les 8 Premières Nations s'entendent pour collaborer afin de rassurer les investisseurs pour la construction de conduites souterraines et une usine de liquéfaction de gaz naturel ici au Saguenay.
Les 8 Premières Nations ont annoncé une convention de collaboration initiale. Ce n'est toutefois pas un consentement pour le projet de gazoduc de liquéfaction de gaz naturel. Le principal directeur général de la corporation Waskaegen, située à Dolbeau-Mistassini, Gilles Bérubé, s'est enrichi avec des fonds publics destinés au logement autochtone. Ses actifs sont évalués à plusieurs millions de dollars. Maëlie Perrault-Lajoie, qu'est-ce que la corporation Waskaegen? C'est un organisme, Samuel, à but non lucratif qui se situe à Dolbeau-Mistassini, qui gère près de 200 logements dédiés aux Premières Nations qui n'habitent pas en réserve ou encore pour les personnes métisses. Et tout simplement, lui, c'est le principal directeur général de cet organisme. Et justement, là, qui est Gilles Bérubé? Comme mentionné plus tôt, c'est le PDG de l'organisme. Il actionne également 2 centres d'achat à Dolbeau-Mistassini, mais également un centre de résidence, une résidence pour personnes âgées, excusez-moi, une écurie, une entreprise de construction et plusieurs immeubles de logement un peu partout dans la région, cependant. Et que lui reproche-t-on, là? Il finance ces entreprises à l'aide de la corporation Waskaegen. Par exemple, la galerie désirable d'un de ses centres commerciaux a obtenu près de 400 000 $ avec l'argent dédié plutôt à la corporation. Il a également mis une fausse adresse sur une facture de logement qui était reliée à des travaux de rénovation dans un de ses logements. Alors, il se sert vraiment de l'argent de sa corporation, mais également du bras immobilier de la corporation, c'est-à-dire Habitat Métis du Nord à ses fins. Et dans quel état se trouvent ces logements? Ces logements sont en très mauvais état. Certains sont plus ou moins salubres. Et souvent, les locataires se plaignent qu'ils sont livrés carrément à eux-mêmes et que lorsqu'ils demandent de l'aide du propriétaire, eh bien, il dit qu'il n'a pas du tout assez de financement pour venir rénover, alors que pas plus tôt, qu'il n'y a pas si longtemps que ça, le bras immobilier de Waskaegen avait obtenu près de 14 millions de dollars de subventions de la Société canadienne d'hypothèques et logements du Québec, ainsi que la Société Habitation du Québec. Et la corporation a déjà été sujette à une enquête dans les années 90. Pouvez-vous nous en dire davantage? Il y avait 400 chefs d'accusation de fraude et de vol. Ça s'est passé au palais de justice de Roberval, où le centre corporation Waskaegen, Habitat Métis du Nord, ainsi que leurs administrateurs et collaborateurs ont dû comparaître. Mais malheureusement, les 2 juges ont rejeté les accusations criminelles. Alors, au stade de l'enquête préliminaire, pour preuve insuffisante, alors tout simplement, Gilles Bérubé peut continuer de financer ces entreprises. Merci beaucoup, Maëlie. Il était possible de voir des prix assez bas jeudi dans diverses stations-service à Jonquière. Les prix ont descendu partout au Québec, mais dans la région, le litre d'essence frôlait presque le dollar. Mon collègue Olivier Savard est allé voir ce qu'il en est. En effet, le prix à la pompe qu'on paie en ce moment dans la région est bas. Cependant, selon CA Québec, le prix moyen régional de 106 cents du litre demeurait bien au-delà du prix jugé réaliste, qui se situe à 94 cents du litre. Dans tous les cas, l'impact final de cette baisse de prix sera ressenti par le consommateur, soit les automobilistes. Nous avons été demandés à certains ce qu'ils en pensaient. Bien, c'est encore bien plus. Parce que mes filles restent en dehors, puis ça coûte cher, le gaz, à descendre ici, là. Fait que c'est pour ça qu'ils descendent encore. Bien, c'est sûr que ça l'aide un peu pour l'économie, mais ça va-tu faire une différence? On en a besoin quand même. Ah, c'est correct. Bon, c'est correct de même. C'est eux autres qui décident, pas nous autres. S'ils montent, ben, on s'organise, puis s'ils baissent, ben, tant mieux pour nous autres. Tant mieux pour les gens. Ben, c'est une bonne affaire, hein? Moi, je suis bien content, là. Je teinte le tour à ma blonde, puis je teinte la mienne. Fait que, puis je viens tout le temps ici me teinter. Fait que si on peut sauver ça, mais ils vont se reprendre sur d'autres choses. L'alimentation, mais ça alimente. Ça n'arrête pas. Parce que le problème qui était trop cher pendant un bout, là. Je sais pas, mais au moins ça fait notre affaire, là. C'est moins cher, plus de temps. Au moins ça a baissé, ça fait longtemps que ça devrait être de ce prix-là, je suis sûr. La baisse du prix du baril devrait se continuer dans le cas d'une prolongation de l'instabilité économique mondiale, ainsi que du bras de fer entre l'Arabie saoudite et la Russie.
Dans tous les cas, dans la région, ce seront les automobilistes qui en sortiront gagnants. Olivier Savard, ATN Nouvelles, Saguenay. Un mouvement citoyen s'est activé afin de contester la loi 40, loi démantelant les commissions scolaires francophones au Québec. Ce mouvement demande des dons à la population dans l'optique de s'adresser aux tribunaux. Samuel Montigny, que pense-t-il de la loi 40? Eh bien, Samuel, il voit la loi 40 comme une loi discriminatoire envers les francophones. Donc, justement, il souhaite s'adresser aux tribunaux pour dénoncer le volet discriminatoire de cette loi qui abolit au total les élections scolaires chez les francophones, mais sans le faire chez les anglophones. Donc, le président de la commission scolaire de la Jonquière, Éric Bergeron, n'aime pas la façon de faire du gouvernement à l'application de cette loi. On peut l'écouter. De la manière que ça a été fait, là, abruptement comme il est fait, et qu'il ne nous donnait même pas la chance de contester cette loi-là, qu'à nos yeux, elle n'est pas conforme. Et où ce mouvement a-t-il pris forme? À l'origine, ça a commencé à Montréal et rapidement, ça a pris de l'expansion dans les autres régions. Et selon M. Bergeron, ça a commencé avec un groupe Facebook. Les personnes envoyaient un certain message qu'ils envoyaient dans à tous leurs contacts. Et dans ce message-là, ils demandent aussi une petite compensation monétaire sur base volontaire. Donc, si on veut les aider à aller devant les tribunaux, ça va être en offrant un petit peu d'argent. Et il voit la loi 40 comme un manque d'équité. Exactement. Il trouve injuste que les anglophones gardent le système d'élection scolaire et les commissions scolaires, alors que les francophones ne les ont plus. Donc, puisque la langue principale de la province, c'est le français, la commission scolaire de la Jonquière croit qu'il devrait ramener ça comme à l'époque et garder le même système pour tout le monde. On peut encore l'écouter. Les anglophones gardent les élections scolaires, les anglophones gardent les élus scolaires. On est au Québec, ça n'a pas de sens qu'on ait deux classes de ce niveau-là. Merci beaucoup, Samuel. Ça me fait plaisir. À la météo maintenant, Samuel Morin, une tempête de neige suivie d'un possible épisode de pluie verglaçante va s'abattre sur la région demain. Effectivement, Samuel, Environnement Canada a émis un avertissement de tempête hivernale pour demain. Au total, la région s'attend à recevoir de 25 à 50 cm de neige. La neige qui débutera vendredi matin et se poursuivra jusqu'à samedi matin. Il y aura des vents forts et violents allant de 60 à 80 km/h, ce qui pourrait causer de la poudrerie. Environnement Canada recommande donc de ne pas prendre la route car la visibilité pourrait être nulle à certains moments. Le mercure, quant à lui, devrait atteindre environ 1 degré Celsius. Il pourrait donc y avoir un épisode de pluie verglaçante ou de grésil. Quant à la neige, celle-ci devrait cesser au courant de la nuit de vendredi à samedi. C'était tout pour votre météo. De retour à vous. C'est ce qui conclut notre web journal. Merci d'avoir été des nôtres et au revoir.